Bonjour à toutes et à tous, c'est Mohamed Gincham, alias Tel Solonel, artiste slammer, étudiant en licence 1 en physique-chimie, sciences de la matière, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On se range toujours au pied de nos frères. Ils nous piétinent chaque jour, voire nous crachent leur bière. Leur récompense au retour, c'est il faut que l'Afrique coopère. L'Afrique, à son tour, accepte toujours qu'on l'opère. Cette dernière, sans doute, dispose de plus riches terres, et pourtant ces hommes poursuivent vérifier au Cap au Caire. Ces faits pouvons nous en faire les plus grands mystères. Oui, cultivons tous ces terres, nous cessons d'être amers. Il existe un sol qui fait de l'Afrique une richesse. On dirait que le sous-sol dispose plus de richesse. Une mer de pétrole et de gaz et d'autres signes de richesse. On nous les vole à chaque fois. Non, il faut que ça cesse. La mienne est une ressource qui se nourrit du vent. L'énergie éolienne seule pouvait se mettre en avant. Le noir peine toujours à stabiliser le courant, malgré la reine des énergies issues de la lampe et du vent. L'Afrique des savants, oui, gloire à Cheikh Anta, a bercé des enfants, hommage à Jomo Kenyatta. C'est cette Afrique monumentale avec la bravoure de Sundiata qui a perdu ses fils de sang à l'instar d'Aline Diatta. On a appris à Diafi que le sang est la vraie identité. À travers Kadhafi, l'Afrique incarne la générosité. À travers notre rang, on se tue dans la naïveté. Hélas, pour toujours, on se fiasse à la pauvreté. L'Afrique a tout, mais elle tend les mains partout. Elle est la mère du pétrole et l'héritière de l'éole. Elle est une zone qui engorge la bravoure des Amazones, mais elle reste en marge malgré toutes ses décharges. Alors, Africain Yehoul, Africain Gestoul, Africain Jiitoul, Africain Gestoul, Jiitoul Jiital, jox la doole gungeel, may la fit jàmbaar nanga yeewu Africain nanga yeewu ndax yeewu jot na. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Lit Campus qui se passe tous les samedis à la librairie Claire Afrique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Précisément, cette librairie se trouve au bout du couloir de la mort. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter votre 19e numéro sur cette émission littéraire que vous avez tant suivie depuis des mois et des mois. Alors nous avons beaucoup fait de la littérature, on a parlé de spiritualité, on a parlé de féminisme, mais cette fois-ci, je vous assure, ça ne sera pas du féminisme, mais ce sera autre chose. Et nous allons découvrir ensemble cette autre chose-là avec Eli Yannick. Merci beaucoup. Bienvenue, monsieur Yannick. Bonjour. Merci Hassan Djem pour l'invitation. C'est très ravissant de pouvoir venir ici dans cette librairie Claire Afrique et de pouvoir partager avec vous, n'est-ce pas, certaines idées qui sont liées à la langue, la culture, n'est-ce pas, et l'identité, n'est-ce pas, sur le rap mauritanien. Donc moi je me nomme Eli Yannick Aounou, je suis mauritanien d'origine et donc ça fait 5 ans que je vis ici au Sénégal pour mener à bien ma thèse. Ça n'a pas vraiment été facile de pouvoir convaincre certaines personnes sur l'idéologie qu'on a dans le sujet et de le mettre en place, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer un encadreur, Mamadou Dramé, qui est l'assesseur de la FASTEF actuellement. Lorsque j'ai été en contact avec le professeur Dramé, qui m'a donné de la lumière sur ce que je faisais, ça m'a permis de voir où mettre les pas et comment mener le travail à bien. Et c'est après la Covid-19 que beaucoup de choses, en tout cas, qui se sont passées, ça m'a mis dans une position de réflexion intense. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a une possibilité de faire une étude de thèse entre-temps. Et j'ai pu contacter mon encadreur, on a discuté, il m'a dit bah, pourquoi pas, ouais, il faut t'inscrire. Et donc c'est là où j'ai réussi à passer mon audition et à être accepté sur l'université de Cheikh Anta Diop afin de faire une thèse une thèse en linguistique, mais en spécialité sociolinguistique. Et aujourd'hui, je compte partager avec vous une petite partie de ma thèse, mais quand même, c'est toujours dans le mouvement du hip-hop qui me permet de puiser de l'énergie avec ce slogan Peace, Love, Unity and Fun. Donc c'est à travers ce mouvement-là qui me permet de pouvoir moi m'identifier, de pouvoir missionner, de pouvoir partager des informations avec des personnes aussi qui sont dans le mouvement, qui est aussi une culture et qui est aussi une philosophie en quelque sorte. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour du mouvement. Et donc je rappelle aussi que ce mouvement, il est divisé entre plusieurs différentes disciplines. Je nomme le MCing, le DJing, le graffiti et le breakdance, celui que je pratique justement. Et enfin, il y a une autre grande discipline qui va naître plus tard, n'est-ce pas, qui va combler ces différentes disciplines qui vont se naître parce qu'il y a aussi d'autres sous-disciplines qui naîtront. Mais il y a cette discipline qu'on appellera le knowledge, qui est, ouais, exactement, qui veut dire bon, le savoir, la connaissance.
qui justement regroupe tous ces différents niveaux, qui veut dire justement comprendre comment justement le mécanisme du hip-hop fonctionne. Et comment est-ce que ces différentes disciplines peuvent être comprises et transmises aussi. Je pense que ça aussi c'est très important, ça pourrait aider à pouvoir développer des choses aujourd'hui que l'université peut même exploiter avec les différents étudiants qui pourront mener à bien leurs idées. J'ai entendu votre texte, il est magnifique, il est très important. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, si nous voulons transformer ça en science, il suffira aujourd'hui de pouvoir mettre en place des méthodes qui pourront traiter votre texte. Parce qu'il est d'abord oral, et on doit d'abord chercher après, ensuite à l'écrire, à le transcrire, s'il n'est pas écrit bien sûr. Et lorsque nous faisons cela, on essaie de traduire, de comprendre ce qu'il y en a, le contexte exactement à l'intérieur, le sens, le message, tout ce que vous transmettez. Et ce que vous transmettez, à qui est-ce que vous le transmettez? Qui le reçoit et qui le comprend? Alors, tout ce processus-là, c'est ce même processus qui m'a permis de pouvoir écrire cet article justement que je disais tout à l'heure, langue, identité et circulation du savoir dans le rap mauritanien, une lecture sociolinguistique et culturelle que nous avons eu à faire. Donc en quelque sorte, c'est ça, cette thématique-là. Et si nous devons continuer en tout cas à parler de cet article que je tenais à vous présenter aujourd'hui, c'est pour vous parler du contexte du hip-hop en Mauritanie, ou spécialement le rap mauritanien. Comment est-ce que ça se passe? Il faut savoir que la Mauritanie aussi est une communauté qui regroupe 4 grandes branches aussi. Le Wolof, le Poulard, le Soninké et les Maures qui sont subdivisés aussi en 2 parties, les Maures blancs et les Maures noirs. Et eux tous, en quelque sorte, si nous parlons toujours du hip-hop et en particulier le rap, ils partagent cela entre eux. Donc chaque communauté aujourd'hui a réussi à écrire son propre texte et à pouvoir le partager avec son public. Et ça marche bien. C'est comme ici l'avènement du hip-hop ici au Sénégal, avec des grands groupes comme les PDS, les PFOS, les anciens groupes. Et d'ailleurs, bon, en hommage aussi à David Dixon qui est passé dernièrement, et aussi à Africa Bombata, l'initiateur du mouvement hip-hop sur l'association universelle du Zulu Nation qui nous est passé, ça fait 2 jours aussi, je pense bien. Donc, justement, qui permet toujours à influencer notre œuvre, comment est-ce que nous faisons. Le Sénégal a compris cela et a pu pouvoir rapper sur la langue locale que tout le monde comprend. Et ça s'est bien passé. Les gens, ils ont bien compris. Ils ont développé leur philosophie, ils ont transmis ce savoir-faire-là autour de beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes se sont mises à faire la même chose et à partager le savoir. La même chose se passe en Mauritanie actuellement. La seule différence, c'est que les conditions de vie sont différentes. Hein. Mais on s'en sort bien. La preuve, j'en suis là. Moi, je suis un Mauritanien. Dieu merci, il n'y a aucun problème. De mon côté, comme pour vivre ici, comme pour vivre là-bas. Et justement, c'était une position aussi de défense par rapport à son identité. Parce que si aujourd'hui on ne défend pas son identité, c'est comme si on ne pouvait pas appartenir à un milieu donné, n'est-ce pas? Donc, si je reviens un peu sur le rap mauritanien et autres, les jeunes ils rappent sur leurs différentes langues, le Wolof, le Poulard, le Soninké, le Hassania. Ok? Et moi, dans mes recherches de thèse, je me suis concentré sur le Hassania. Parce que le Hassania m'a proposé d'autres phénomènes qui étaient très intéressants. Et je me suis dit, mais peut-être que je dois pouvoir m'intéresser un peu au Hassania. Je suis hassanophone, mais je ne suis pas de la communauté Hassania. Ma mère, elle est Wolof, du coup, je me rapproche un peu plus sur le Wolof que les autres langues. Mais Dieu merci, en grandissant là-bas, j'ai pu parler les différentes langues qui sont là-bas, à l'exception du Soninké, n'est-ce pas? Donc, je parle le Wolof, le Poulard, le Hassania, à l'exception du Soninké, parce que je l'ai pratiqué moi, il n'y avait pas beaucoup de personnes avec qui la parlaient. Donc ces artistes qui utilisent leur langue pour communiquer, et ces langues-là justement on les connaît, c'est le Wolof justement, le Poulard et le Soninké qui sont reconnus aujourd'hui dans beaucoup de références comme étant des langues qui sont enseignées dans les écoles, n'est-ce pas? Qui ont des dictionnaires là où il y a beaucoup aujourd'hui, je vois c'est magnifique cette librairie, certainement il ne manquerait pas des chercheurs qui ont écrit sur le Wolof, sur le Soninké ou sur le Poulard, ça existe, sauf le Hassania. Alors que le Hassania est un dérivé de l'arabe qui est venu à Nouakchott, n'est-ce pas, en Mauritanie entière, mais principalement la capitale Nouakchott, et que tout le monde aujourd'hui arrive à parler. Tout le monde, c'est devenu à peu près le Wolof du Sénégal. C'est devenu la lingua franca. Tout le monde parle le Hassania. Même si tu ne parles pas le Hassania, tu vas au moins comprendre, si tu passes un peu de temps là-bas, tu vas pouvoir comprendre facilement comment ça se prononce. C'est pas très loin de l'arabe.
Et on a l'impression que lorsqu'on la parle, c'est l'arabe qui est parlé. Sauf que nous savons aujourd'hui en sciences humaines, si on nous enseigne ce qui est un dialecte, nous savons qu'un dialecte, il n'est pas écrit. Donc on peut pas transmettre ce dialecte-là. Il reste oral. Vous faites de l'oralité, vous savez ce que j'ai dit. Et du coup, le hassaniya, il reste dans l'oralité. Et jusqu'à il y a quelques années, certains artistes du monde arabe ont réussi à écrire leur dialecte. Et ils écrivaient ce dialecte différemment de comment est-ce que nous l'écrivions. C'est-à-dire, certaines personnes, ils utilisent l'arabe pour écrire leur dialecte. Il y avait toujours certains problèmes, on comprend sans faute, mais il s'avère que lorsqu'il y a eu cet avènement de nouvelles technologies, Internet qui a fait surface, et que les gens ils s'intéressaient maintenant à l'écriture digitale, alors ces jeunes qui étaient dans un monde peut-être à l'Afrique du Nord, je raconte du n'importe quoi, mais en tout cas certains jeunes, à force de vouloir écrire l'arabe dans les claviers, le clavier il n'avait pas en ce temps-là, je parle peut-être des années 1990, hein, pour ne pas remonter très loin, les claviers à la base des ordinateurs ne détenaient pas des symboles, des lettres en arabe. Donc il fallait utiliser aujourd'hui l'alphabet romain, hein, l'alphabet classique que nous avons, pour pouvoir écrire l'arabe. Sauf qu'il manquait toujours quelque chose. En écrivant cet arabe, il y a certains sons qui manquaient de l'arabe qui n'apparaissaient pas. Parce que si on voit aussi aujourd'hui, même dans le français avec 26 lettres d'alphabet, pour avoir certains sons, il faut combiner aujourd'hui 2 lettres pour avoir un son. Je prends l'exemple du K et le H pour avoir un H sound. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans le côté arabophone, ou bien, si on va dire hassanophone, qu'ils utilisent certains chiffres pour pouvoir représenter le son qu'ils doivent marquer sur leur texte, par exemple. Supposons qu'on veuille écrire, par exemple, il fait chaud, hein, n'est-ce pas, on va dire hami, hein, ok, hami, hami, tout simplement. Yom hami, aujourd'hui il fait chaud. Donc le hami, aujourd'hui, il va s'écrire simplement, il va s'écrire avec un 7 A-M-I, ok. Au lieu d'écrire à la place, on va utiliser, par exemple, si c'est le cas du Wolof, on va prendre le Ha à la place, on va mettre X pour dire Hami, ce qui va bien sûr marcher si on rentre dans ce contexte-là. Mais sauf que dans le contexte du hassaniya, on a préféré utiliser des chiffres. Et ces chiffres-là représentent des sons. Et ces sons, ils sont remplacés à la place des différents sons qui ne peuvent pas être aujourd'hui écrits en quelque sorte. Donc on utilise des chiffres pour pouvoir représenter ces sons-là et marquer le sens, comme l'expression exactement. Le hami, par exemple, il fait chaud, on écrit le 7 AM hami. Le 7 aujourd'hui, même en arabe, pour ceux qui font l'arabe, on va voir que le 7, en général, il ressemble un peu plus à la forme du ha, n'est-ce pas? Et plus ou moins, c'est la même chose qui se passe sur les autres chiffres qu'on va utiliser pour écrire les sons manquants. Donc ça va du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'au 9. Et ça se limite là-bas. C'est là où les sons ils prennent effet. Et lorsque nous écrivons, peu importe, maintenant ça devient très facile. Si on veut s'écrire, après bon, à Nouakchott, ça vient à Nouakchott, les gens ils s'habituent, on s'adapte, on essaye d'écrire comme les autres ils écrivent. À un moment donné, on va dire que c'est des écritures très codifiées, c'est difficile pour autrui de lire, mais il suffit de comprendre le sens et d'expliquer comment ça se passe du 2 au 9. Et aussitôt, on va savoir maintenant comment est-ce qu'il faudra écrire le hassaniya et comment on peut le lire. Moi, j'ai été en contact avec cela lorsque je faisais justement, je terminais mon master, je devais voilà, collecter mes données, savoir comment est-ce que je devais avoir ces informations-là. Je me suis référé au hip-hop, je suis tombé dans le rap, puisqu'il fallait écrire sur quelque chose qu'on écrit ou quelque chose que l'on dit. J'ai rencontré ce groupe, Aoulad Leblad, hein, n'est-ce pas? Et ce groupe, Aoulad Leblad, veut dire enfant du pays en hassaniya. Aoulad Leblad, hein, en hassaniya. C'est comme en arabe aussi, hein, Aoulad Leblad, le fils d'homme de Québécois, comme on dit. Donc, Aoulad Leblad, Aoulad Leblad, Aoulad Leblad, ok? Donc, Aoulad Leblad, aujourd'hui, eux qui écrivent leurs textes justement comme ce que nous disons, en alphanumérique. Et bon, cette écriture, bon, la nomme alphanumérique, si on regarde sur Internet, on va voir, alphanumérique, c'est un mélange de chiffres et de lettres. Donc, on mélange les chiffres et les lettres facilement en utilisant ce code-là d'alphanumérique et aussitôt, on peut avoir le dialecte arabe, hein, que ce soit du Hamziyah, du Hassaniya et un autre type de dialecte. Donc, avec ces artistes-là, en travaillant avec eux sur les interviews et pour collecter leurs textes de chansons, il m'a fallu comprendre comment est-ce que maintenant ils écrivaient leurs chansons. Parce que je m'intéressais à un texte bien particulier et ce texte